Au milieu du XXe siècle, les soucoupes volantes occupaient fréquemment la une des journaux, alors que les signalements d'observation d'OVNI se multipliaient aux États-Unis. Il n'est donc guère étonnant que les autorités américaines, et plus précisément l'armée de l'air, aient initié quelques programmes de courte durée. Parmi eux figuraient le Project Sign et le Project Grudge, dont la mission principale était d'étudier ces phénomènes. Ces initiatives furent suivies par ce qui demeure sans doute le plus célèbre d'entre eux, le Blue Book Project. Cette vaste enquête gouvernementale s'est déroulée entre 1951 et 1969. Elle fut lancée à l'initiative du major général Charles Cabell, un ancien responsable du renseignement au sein de l'armée de l'air américaine. Dans le cadre du projet Blue Book, plus de 12 600 rapports d'observation d'objets aériens non identifiés furent recueillis de manière rigoureuse. Suite à des analyses approfondies, la plupart d'entre eux se sont avérés avoir des explications naturelles et peu exceptionnelles. En revanche, une fraction des rapports ne put être évaluée en raison de l'insuffisance des données disponibles, ce qui contribua à l'affaiblissement du soutien apporté au projet. Officiellement, le projet Blue Book prit fin en décembre 1969. Toutefois, il semblerait que cette conclusion n'ait pas marqué la fin de l'intérêt des autorités américaines pour les phénomènes aériens inexpliqués. En effet, à la mi-décembre 2017, il fut révélé au grand public qu'un autre programme de recherche avait été mené secrètement à la fin des années 2000. D'après certains documents, près de 22 millions de dollars furent alloués sur une période de 4 ans à une initiative baptisée « Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées », plus connu sous l'acronyme AATIP. Lancé en 2007, ce programme avait pour vocation principale d'analyser les phénomènes OVNI. Il est fort probable que cette entreprise ait été motivée par l'énigmatique incident Tic Tac de 2004. C'est à cette période que plusieurs pilotes de l'armée de l'air américaine aperçurent des objets volants non identifiés au large des côtes californiennes. Ils parvinrent à les filmer, mais aucun d'entre eux ne fut en mesure d'expliquer la nature de ces phénomènes. Le comportement de ces objets défiait toute logique, comme si les lois de la physique leur étaient étrangères. Ils semblaient se déplacer à une vitesse extrême tout en effectuant des rotations imprévisibles. Cet événement semble avoir incité les autorités à enquêter pour tenter de les identifier. Dans le cas contraire, elles souhaitaient déterminer leur origine et évaluer la menace potentielle qu'ils représentaient. Lorsque le New York Times divulgua les détails de ce nouveau programme, les responsables affirmèrent que l'étude avait pris fin en 2012. Pourtant, certaines voix affirmèrent le contraire. Parmi elles figurait un ancien dirigeant du renseignement militaire, chargé du programme jusqu'à sa démission en octobre 2016. Quoi qu'il en soit, il convient d'examiner de près ce projet pour le moins énigmatique. En effet, les sujets de recherche financés ressemblaient à des concepts issus de la science-fiction, et notamment de Star Trek. Parmi les subventions accordées, l'une concernait l'étude des trous de verre traversables, portails stellaires et énergie négative, dirigée par Eric Davis d'Earth Tech International Incorporated. Une autre portait sur le camouflage d'invisibilité, tandis qu'un troisième axe explorait le moteur à distorsion, l'énergie noire et la manipulation des dimensions. Dirigée par un physicien théoricien affilié à l'organisation Icarus Interstellar. Comme mentionné précédemment, ces recherches ont bénéficié d'un financement d'au moins 22 millions de dollars. Toutefois, il est possible que ce montant soit considérablement plus élevé. Les raisons ayant motivé un tel investissement et les résultats obtenus demeurent inconnus du grand public. On peut supposer que les théories sur les moteurs à distorsion et les portails stellaires puissent intéresser des civilisations extraterrestres, capables de voyager à travers les galaxies pour atteindre notre planète. Malgré tout, certains observateurs ne cachent pas leur indignation face à l'attribution de fonds publics pour des recherches jugées aussi contestables. Titan, principal satellite de Saturne, est également la deuxième plus grande lune du système solaire après Ganymède, qui orbite autour de Jupiter. Unique en son genre, Titan possède des nuages et une atmosphère dense, similaire à celle d'une planète. Mais ce qui la rend vraiment captivante, c'est qu'elle pourrait offrir des indices sur l'origine de la vie sur Terre. Pour savoir si ce type de contenu vous plaît, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel, et nous vous en remercions. Les chercheurs estiment que les conditions sur Titan pourraient s'apparenter à celles qui régnaient sur la Terre primitive. Cependant, une différence clé subsiste. La Terre, plus proche du Soleil, a toujours été plus chaude.
Titan est enveloppé d'une épaisse brume orangée qui a longtemps dissimulé sa surface au regard des astronomes jusqu'à l'arrivée de la mission Cassini en 2004. Grâce à cette mission, nous savons désormais que l'atmosphère de Titan atteint une altitude proche de 600 km, surpassant très largement celle de notre propre planète. Ce qui rend cette atmosphère particulièrement intéressante, c'est qu'elle regorge de composés organiques. Sur Terre, la découverte de tels composés serait perçue comme un fort indicateur de la présence de vie. L'atmosphère de Titan est principalement constituée d'azote, auquel s'ajoute une faible proportion de méthane et d'autres composés organiques, formés lorsque le méthane est décomposé par la lumière solaire. Mais une question demeure, si le méthane est constamment détruit par la lumière du soleil, comment se renouvelle-t-il sans cesse dans l'atmosphère? Sur Terre, la régénération du méthane est assurée par des organismes vivants, pour qui il s'agit d'un sous-produit métabolique. Peut-on alors envisager que Titan abrite une forme de vie? Cette lune lointaine n'est pas le lieu idéal pour envisager une installation. Les températures y sont si basses que l'eau liquide ne peut exister à sa surface. Pourtant, Titan abrite des rivières, des mers et des lacs d'hydrocarbures liquides, principalement d'éthane et de méthane. Certains de ces bassins sont profonds de plusieurs centaines de mètres et s'étendent sur des centaines de kilomètres. Sous son épaisse croûte, on trouve un océan liquide, composé majoritairement d'eau et non de méthane. Des simulations en laboratoire ont permis aux chercheurs de conclure qu'il pourrait se trouver, sur Titan, une quantité suffisante de matière organique pour initier une évolution chimique. Celle-ci s'apparenterait au processus ayant conduit à l'apparition de la vie terrestre. Toutefois, cela nécessiterait que l'eau liquide soit présente sur la Lune pendant des périodes bien plus longues que ce que nous avons observé. Malgré tout, cela pourrait dénoter l'existence d'un océan d'eau liquide sous l'épaisse couche glacée de Titan. Si cette hypothèse est correcte, l'océan souterrain de Titan pourrait héberger des formes de vie comparables à celles que nous connaissons. Par ailleurs, ces lacs et mers d'hydrocarbures pourraient abriter des formes de vie fondées sur une chimie radicalement différente. Cependant, il est aussi possible que Titan soit totalement stérile, car sa surface glaciale, avec des températures avoisinant les -180 degrés, est extrêmement inhospitalière. Une théorie propose qu'un impact de météorite, survenu il y a des milliards d'années, aurait pu générer assez de chaleur pour maintenir de l'eau liquide pendant quelques siècles ou millénaires. Aujourd'hui, cependant, la plupart des experts estiment que Titan n'est probablement pas un lieu propice à la vie. Cette incertitude rend encore plus intrigante la présence persistante de méthane dans son atmosphère. Curieusement, Titan pourrait bien se réchauffer dans le futur. D'ici environ 5 à 6 milliards d'années, le Soleil se transformera en une géante rouge, réchauffant de nombreux corps célestes du système solaire. À ce moment, la température de Titan pourrait atteindre environ -70 degrés, assez pour que des océans stables composés d'un mélange d'eau et d'ammoniac se forment à sa surface. Avec cette évolution, la production d'ultraviolets du Soleil diminuerait, favorisant l'effet de serre dans la haute atmosphère de Titan. Ces conditions pourraient perdurer plusieurs centaines de millions d'années, offrant un environnement propice à l'apparition de formes de vie exotiques. Ce laps de temps a été suffisant pour permettre à la vie d'émerger sur Terre. Cependant, la présence d'ammoniac sur Titan pourrait ralentir les réactions chimiques nécessaires, constituant un obstacle potentiel à l'apparition de la vie. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu.
En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise, ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats étaient clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 millions d'années. C'est une longue durée de vie.
Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Nous rêvons depuis longtemps d'une vie sur Mars. Non seulement de notre culture de pommes de terre là-bas, mais aussi de toutes les pommes de terre qui auraient pu s'y trouver dans le passé. Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars ? Récemment, des scientifiques ont découvert quelque chose qui pourrait en être la preuve. Voyons de quoi il retourne. Mars est la 4e planète à partir du Soleil. Aucun être humain n'a encore posé le pied sur Mars, mais des robots y ont posé leurs roues. Les premiers engins spatiaux à avoir visité la planète rouge étaient les atterrisseurs Viking de la NASA. Ils s'y sont rendus en 1976 et nous ont transmis de nombreuses données intéressantes. À l'époque, nous ne savions rien de Mars. Pour nous, elle ressemblait à un désert froid et sans vie. Mais comme nous nous ressemblons beaucoup, les scientifiques ont commencé à se poser des questions. En a-t-il toujours été ainsi ? Ou est-il possible qu'autrefois Mars ait été prospère et pleine de vie ? Et en 2022, le rover martien Perseverance de la NASA a trouvé quelque chose qui pourrait éclairer ce mystère. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Perseverance ? Selon les scientifiques, s'il y a déjà eu de la vie sur Mars, il est peu probable qu'elle ait pu disparaître sans laisser de traces. Elle a dû laisser des marques, peut-être sous terre, où elle serait protégée des caprices solaires radioactifs et autres nuisances. Il faut donc examiner les roches. Il est important de noter que nous ne recherchons pas de vie sur Mars pour l'instant. Il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Nous voulons plutôt nous pencher sur le passé lointain de notre planète voisine. Nous parlons là de milliards d'années. Quand Mars était chaude, verte et loin d'être sans vie. En d'autres termes, nous devons retrouver des microbes morts et divers composés chimiques similaires à ceux de la Terre. C'est la mission de notre protagoniste, Perseverance. Elle est arrivée sur Mars en février 2021. La sonde s'est posée au fond du cratère G0, d'une largeur de 50 km. Et après l'atterrissage, elle s'est déplacée en direction de l'ouest, jusqu'à l'endroit qui a incité les scientifiques à choisir G0 pour leur relevé. Cet endroit est le delta d'une rivière asséchée. Et cet ancien fleuve a déjà plus de 3,5 milliards d'années.
Le cratère G0 lui-même était autrefois un grand lac. Eh oui, apparemment, il y avait de l'eau sur Mars. Et les chercheurs suggèrent que ces endroits pourraient être les parfaits gardes du corps des microbes. C'est exactement ce que font les bactéries sur Terre. Elles se cachent, demeurent immobiles dans les profondeurs des lacs et des étangs. On pourrait donc probablement y retrouver des traces. Les chercheurs pensent que ce lac particulier présente la plus grande valeur scientifique de toute la mission. C'est ici, à G0, que l'on a le plus de chances de trouver des roches sur lesquelles de telles bactéries auraient pu un jour survivre. Perseverance s'est donc rendu dans le delta. La route n'aura pas été facile. Le véhicule s'est un peu planté et a atterri plus loin que prévu. Comme le disait Cooper dans Interstellar, cette petite manœuvre va nous coûter 51 ans. Heureusement, Perseverance n'en a pris qu'un. Et en chemin, il a pu explorer G0 d'un peu plus près. Ce rover utilise un outil intégré complexe pour explorer le monde qui l'entoure. Cet outil s'appelle le Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Ou tout simplement, Sherlock. La NASA raffole des acronymes. À mesure que l'appareil s'approchait du delta, le signal des molécules organiques s'intensifiait. Bientôt, ces signaux étaient omniprésents et, de surcroît, ils étaient les plus brillants jamais observés par les scientifiques. Qu'est-ce que cela signifiait? Élémentaire, mon cher Watson. Tu sais, Sherlock, il était temps de creuser. Depuis juillet 2021, Perseverance a foré et collecté 4 fines carottes de roches sédimentaires. Le nombre total de roches collectées est actuellement de 12. C'est la première fois de l'histoire que l'on collecte de telles choses sur une autre planète. 4 carottes ont été prélevées sur 2 roches nommées Skinner Ridge et Wildcat Ridge. Les 2 premières carottes, celles de Skinner Ridge, ne semblent pas très intéressantes à première vue. Elles sont assez proches de ceux que l'on peut trouver dans de nombreux endroits sur Terre. Cependant, si nous les regardons de plus près, nous verrons qu'elles sont parsemées de grains ronds faits d'un matériau sombre. 6 grains sombres pourraient avoir été déposés par une ancienne rivière, celle-là même qui se jetait dans l'ancien lac de G0. Il est possible que la rivière les ait apportés d'endroits situés à des centaines de kilomètres du cratère. Et ça, c'est plutôt cool, car si nous étudions ces carottes, nous pourrons en apprendre davantage sur les coins même les plus reculés de Mars. Enfin, il n'y a pas de coin sur Mars, mais tu vois le topo. Puis en avril 2022, Perseverance est parvenue dans le delta. Les scientifiques avaient enfin trouvé ceux qu'ils cherchaient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette découverte les a enthousiasmés. Ils ont foré 2 nouvelles carottes, qui contenaient des substances organiques. Cette paire-ci a été prélevée à Wildcat Ridge. Elle se trouve très près de Skinner Ridge, mais les 2 roches sont très différentes l'une de l'autre. Ces échantillons sont plus clairs et plus uniformes. Il s'agit très probablement de mudstone, une roche inhabituelle, semblable à l'argile, mais plus dure et incapable d'absorber l'eau. Leur grain est également plus fin que celui des carottes de Skinner Ridge. Pourquoi est-ce important? Parce que plus les grains de la pierre sont fins, plus il est probable qu'elles contiennent des traces d'une vie passée. Sur Terre, les pierres à grains fins reposent le plus souvent au fond des étangs et dans des endroits similaires. Elles peuvent y conserver les restes d'organismes morts et d'autres éléments similaires pendant des siècles. Et c'est exactement ce que nous avons retrouvé dans ces carottes. De plus, selon les scientifiques, il y avait plus de matière organique dans ces 2 carottes que dans n'importe quel autre endroit étudié par Perseverance jusqu'à présent. Elle s'y est probablement accumulée pendant que le lac s'évaporait progressivement, il y a des milliards d'années. Il y a donc bien eu de la vie sur Mars. Bon, mais ralentissons un peu. Les substances organiques sont des molécules contenant du carbone. Et oui, sur Terre, elles sont le plus souvent associées à la vie. Mais pas toujours. Parfois, elles peuvent se former à la suite d'autres choses. On ne peut donc pas encore dire avec certitude s'il y a eu de la vie sur Mars. Nous ne savons pas si ces molécules sont réellement issues de microbes martiens ou si elles sont le résultat d'autres phénomènes. Mais cette découverte est tout de même très importante. Nous devons littéralement continuer à creuser dans cette direction. Pour en savoir plus sur cette matière organique, les scientifiques doivent prélever quelques échantillons supplémentaires de roches à grains fins. Il serait également intéressant d'étudier les matériaux qui se trouvent autour de ces anciens réservoirs. Perseverance s'est déjà déplacée vers une autre région, un endroit portant le doux nom d'Enchanted Lake. À présent, elle doit y chercher des choses similaires et elle continuera également d'étudier le lac G0. Enfin, Perseverance montera jusqu'au sommet du delta, puis continuera à explorer les sites anciens aux abords du cratère. Quelque temps avant la fin de l'année 2022,
Perseverance disposera probablement de 6 échantillons, ou plus de ces carottes martiennes. Malheureusement, ces outils, bien que complexes, sont assez limités, et ces données ne suffiront pas à elles seules à nous donner une image complète. C'est pourquoi la NASA prévoit d'envoyer d'autres engins spatiaux à G0 dans les années à venir. En collaboration avec l'Agence spatiale européenne, elle travaille sur la prochaine mission robotique, baptisée Mars Sample Return. Le nom parle de lui-même. Ces appareils arriveront et emporteront toutes les éprouvettes du vieux prospecteur Perseverance. Ensuite, ces échantillons seront livrés sur Terre, mais pas par la poste. Puis, les scientifiques pourront les analyser dans des laboratoires de pointe. Cependant, tout cela prendra beaucoup de temps. Le lancement de cette mission est prévu pour 2027, 2028, et ces vaisseaux spatiaux ne pourront pas revenir avant 2033. Mais si tout se déroule bien, ce seront les premiers échantillons de l'histoire livrés à la Terre depuis Mars. En d'autres termes, il y a encore matière à rechercher, littéralement. En effet, nous ne connaissons pas encore la véritable portée de CS découverte. Mais c'est pour cela que la mission a été créée, n'est-ce pas? Et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous découvrirons enfin la vérité sur ce qui s'est passé sur Mars il y a des milliards d'années. Oh, regarde, des Martiens! Y a-t-il de véritables monstres de l'espace autour de nous? Eh bien, naturellement, il n'y a pas d'énormes créatures faites d'étoiles qui volent à travers l'univers. Cependant, il existe certaines choses dans l'espace qui nous rappellent vraiment nos cauchemars. La première est une région de la nébuleuse de l'Aigle, également connue sous le nom de Messier 16, une merveille située dans la constellation du Serpent. Cette nébuleuse éblouissante a été découverte au XVIIe siècle et doit son surnom à l'impression visuelle qu'elle renvoie. Si vous la regardez bien, elle ressemble à un aigle géant, volant à travers l'univers. C'est un jeune amas d'étoiles. Situé très loin, à environ 5700 années-lumière de la Terre, la nébuleuse de l'Aigle s'étend sur une région grande d'environ 70 années-lumière sur 50. En comparaison, notre système solaire entier ne s'étend que sur 2 années-lumière de long, la distance entre le Soleil et Pluton n'étant que d'environ 5 heures-lumière. Cette nébuleuse colossale abrite plus de 8000 étoiles. Et l'une d'entre elles est particulièrement brillante. C'est un duo d'étoiles massives, dont l'une est environ 80 fois plus lourde que notre Soleil. Et la nébuleuse génère activement de nouveaux astres. Chaque jour, le gaz et la poussière à l'intérieur sont compressés par le rayonnement intense et les vents stellaires provenant d'énormes étoiles au sein de l'amas, ce qui entraîne la naissance de nouvelles étoiles. Et enfin, au cœur de cette nébuleuse se trouvent les emblématiques piliers de la création. Ce sont d'immenses colonnes de poussière et de gaz, déclinées en nuances de bleu, de rouge et de vert. Elles servent activement de pouponnières stellaires. Ces nuages sombres se rassemblent lentement pour donner naissance aux futures étoiles, façonnant les matériaux riches et complexes que l'on trouve dans l'univers. Les piliers de la création s'étendent sur environ 4 à 5 années-lumière, soit environ 2 fois la taille de notre système solaire tout entier. La nébuleuse de l'Aigle est particulièrement intéressante pour les astronomes. C'est un endroit idéal pour étudier la naissance et l'évolution des étoiles, et la beauté de cet endroit est stupéfiante. Cependant, elle est plus fascinante qu'effrayante, contrairement aux monstres suivants. Les quasars, fascinantes centrales électriques, alimentées par des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Ces trous noirs représentent des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. La matière tourbillonne en eux, formant un brillant disque d'accrétion. La gravité à l'intérieur génère une énergie intense à travers tout le spectre lumineux, faisant briller les quasars de façon éclatante. Parfois, ils peuvent même éclipser des galaxies entières. Ces monstres cosmiques ont intrigué les astronomes pendant des décennies. Les quasars ont l'apparence d'étoiles normales, mais présentent des niveaux d'énergie inégalés. Leur nom est la contraction de sources de rayonnement astronomique quasi-stellaires. Et ils rayonnent à travers l'entièreté du spectre. Ondes radio, lumière visible, lumière ultraviolette, rayons X et rayons gamma. Nous captons leurs signaux depuis de nombreuses années, mais nous ne les avons aperçus pour la première fois que dans les années 60. Les quasars figurent parmi les objets les plus anciens de notre univers.
Leur éclat, parcourant des milliards d'années-lumière, nous aide à en apprendre davantage sur les premiers jours de l'univers, lorsque ces monstres abondaient encore. Ils se sont progressivement assombris au fil du temps. Nous ne pouvons donc qu'imaginer à quel point ils brillaient alors. L'un des quasars les plus emblématiques se dénomme UJ-LQG. Ce n'est pas un monstre, c'est un immense groupe de 73 quasars. Ensemble, ils couvrent 4 milliards d'années-lumière et brillent plus que 100 voies lactées. Il nous est impossible de concevoir une telle chose. Le prochain monstre est ce que l'on appelle un pulsar. Lorsqu'une grande étoile arrive à court de combustible, elle explose. Ce qui reste après cela est une étoile à neutrons, laquelle a une masse plusieurs fois supérieure à celle de notre Soleil, mais compressée dans une sphère de la taille d'une petite ville. Elles sont incroyablement denses. Parfois, elles décident de faire équipe avec un ami, comme une étoile compagne. Si cette dernière partage sa substance avec l'étoile à neutrons, les choses peuvent vite déraper. Cette matière supplémentaire pourrait faire s'effondrer l'étoile à neutrons, la rendant encore plus dense. Dans ce cas, elle se transformerait en une étoile à quarks. Mais si cela n'arrive pas, l'étoile à neutrons emprunte une autre voie. Cette incroyable densité signifie que les protons et les électrons de l'étoile s'effondrent les uns sur les autres, formant une mer de neutrons, des particules sans charge électrique. C'est à ce moment que naît ce qu'on appelle un pulsar. Les pulsars sont dotés d'un incroyable rayonnement électromagnétique, et ils arborent des champs magnétiques plusieurs milliards de fois plus puissants que celui de la Terre. La fête commence lorsque ce pulsar magnétisé à l'extrême commence à tourner. Et ce n'est pas une rotation tranquille. Les pulsars peuvent tourner plusieurs centaines de fois par seconde. Ce sont les objets les plus rapides de tout l'univers. Alors que le pulsar tourne sur lui-même, il émet de puissants faisceaux de rayonnement électromagnétique. Ceux-ci agissent comme des phares, balayant l'univers à chaque rotation. Si la Terre se trouve sur la trajectoire de l'un de ces faisceaux, les astronomes détectent des impulsions de rayonnement. C'est de là que vient leur nom de pulsar. Voici maintenant un corps étroitement lié au pulsar, une étoile zombie. Parfois, même après que l'étoile a atteint la fin de sa vie pour se transformer en supernova, elle ne disparaît pas complètement. Il se peut qu'il reste de la matière. Et dans ce cas, elle se transforme en une sorte de zombie céleste. Ces étoiles zombies se manifestent souvent par paires, une étoile cédant aux besoins de sa petite compagne. Elle se comporte comme un vampire et se nourrit des étoiles proches dont elle absorbe l'hydrogène afin de revenir à la vie. Lorsqu'elle atteint la taille d'une planète, elle explose à nouveau en une brillante supernova, détruisant l'étoile dont elle s'est nourrie. Les étoiles zombies ne sont pas difficiles en matière de nourriture, et elles ne se cantonnent pas à dévorer des étoiles. L'une d'elles se trouve dans la constellation de la Vierge, et elle ne se contente pas de grignoter les astres environnants. Elle dévore l'énergie et la matière de ces planètes. Et tout comme les véritables zombies sont toujours en quête de plus de nourriture, ces étoiles voyagent à travers les galaxies. Récemment, nous en avons découvert une autre dans une galaxie lointaine. Elle a voyagé et évolué au fil du temps, devenant progressivement plus lumineuse. Et ce spectacle a débuté il y a plusieurs millions d'années, à l'époque des dinosaures. L'étude de ces astres peut nous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les corps célestes dans des conditions extrêmes. Elle nous aide également à percer les secrets des particules fondamentales et à explorer la physique de ces restes stellaires hyper denses. Maintenant que nous nous sommes intéressés aux zombies, il existe aussi des vampires cosmiques. Les étoiles dites traînardes bleues défient le vieillissement en ponctionnant l'énergie de leurs voisines. Elles apparaissent plus jeunes et plus bleutées que leur ancien voisinage en raison de cela, ce qui confond les pauvres astronomes quant à leur âge véritable. Les scientifiques ont étudié 21 de ces traînardes bleues dans un amas d'étoiles vieux de 7 milliards d'années situé loin de nous. C'est alors qu'ils ont fait une percée. Ils avaient d'abord supposé qu'elles étaient le fruit de fusion ou de collision. Mais ensuite, les scientifiques ont révélé que ces étoiles cupides se nourrissant des étoiles voisines pour rester éternellement jeunes. Bien que cette découverte explique la plupart des traînardes bleues, quelques-unes demeurent mystérieuses. Ce qui signifie qu'elles ont probablement des origines variées. Les chercheurs prévoient de mettre le télescope spatial Hubble à profit pour détecter leurs compagnonnes cachées et en apprendre davantage sur elles. Notre dernier monstre est un véritable léviathan électrique. En 2011, les astronomes ont découvert un jet colossal, jaillissant d'une galaxie au nom fort pratique de 3C303.
Elle se situe à 2 milliards d'années-lumière. Ce qui a rendu cette découverte véritablement survoltée était son courant électrique. Un incroyable trillion d'ampères. Pour comparaison, une ampoule ordinaire peut à peine atteindre 1 ampère. Cela équivaut à 1000 milliards d'éclairs. Ce jet, alimenté par un trou noir supermassif au cœur de la galaxie, s'étend sur plus de 150 000 années-lumière, dépassant l'envergure de la Voie lactée. Cette galaxie peu lumineuse, observée pour la première fois dans les années 80, est restée cachée pendant longtemps. Nous ne l'avons découverte qu'à force de capter différentes longueurs d'onde. D'ordinaire, ces jets émergent de galaxies comprenant des trous noirs supermassifs en activité. Seuls environ 10% présentent des jets visibles qui recrachent de la matière. Le secret du courant record de cette petite galaxie réside dans l'hyperactivité de son trou noir. Celui-ci génère un champ magnétique intense, lequel donne naissance à ce léviathan électrique. Ainsi, non seulement avons-nous découvert le courant électrique le plus puissant de l'univers, mais cela nous a également donné une occasion rare de nous pencher sur l'un de ces jets cosmiques. Les scientifiques continuent de perfectionner leur équipement pour l'étudier plus en détail, afin que nous puissions en apprendre davantage à son sujet. Mars est la cousine spatiale de la Terre. 4e planète de notre système solaire, elle fait environ la moitié de la taille de notre boule bleue. Elle possède également 2 petites lunes, Phobos et Deimos. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. Phobos est un personnage dramatique, qui se rapproche de Mars et prévoit un atterrissage en catastrophe dans une 50aine de millions d'années. Deimos est beaucoup plus calme et se tient à bonne distance de Mars. Mars a été surnommée la planète rouge, en raison de sa surface rouge rouille. Cette couleur était si vive qu'elle fut repérée par les astronomes il y a de nombreuses années. On peut même parfois la voir à l'œil nu dans le ciel, sous la forme d'un petit point écarlate. Cette planète a peut-être des allures chaleureuses, mais en réalité, c'est un désert très froid. Les températures peuvent y descendre jusqu'à 153 degrés Celsius. Mais n'a-t-elle jamais été qu'un désert rouillé? En fait, non. Les scientifiques pensent qu'il y a bien longtemps, cette planète était peut-être semblable à la nôtre. Voici Curiosity, le rover détective du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les scientifiques veulent à coup savoir sur le climat, le paysage et les autres caractéristiques de la planète. Curiosity est un robot de la taille d'une voiture. Il pèse environ 900 kg. Il a entamé son voyage le 26 novembre 2011 et il a réussi à se poser sur Mars le 6 août 2012. À l'origine, la mission de Curiosity devait durer 2 ans, mais elle se poursuit encore aujourd'hui. Curiosity est en fait un laboratoire spatial sur roues. Il est équipé de caméras, de spectromètres, de détecteurs de radiation et de capteurs pour étudier l'environnement martien. En se déplaçant, Curiosity rembobine l'histoire de Mars. Au cours de sa mission, notre rover a découvert quelque chose d'incroyable. Des traces de lacs et de rivières datant d'une époque lointaine. L'endroit préféré de Curiosity pour s'amuser est le cratère Gale. Il s'agit d'une oasis martienne préhistorique où l'on pense qu'il y avait jadis de l'eau. Il y a une énorme montagne au milieu, le mont Sharp. Cet endroit est plus haut que 10 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Il contient des couches de roches qui renferment tout un tas de secrets. Récemment, les scientifiques ont repéré quelque chose de formidable en étudiant les données de Curiosity. Des fissures de boue. Qu'y a-t-il de si surprenant? Il ne s'agit pas de n'importe quelle fissure. Ce sont des messages du passé. Elles signifient que le sol martien s'humidifiait puis s'asséchait alternativement. Lors des phases de séchage, la boue du sol se rétrécissait et se fissurait, créant ces jonctions en forme de T. Il semblerait d'ailleurs que le sol martien ait connu plusieurs cycles d'humidité et de sécheresse. Cela se serait produit jusqu'à 10 fois. Ainsi, les jonctions ont pris la forme de fissures en forme de I. Lorsqu'un groupe de fissures en forme de I s'assemble, elles forment un motif super cool, quelque chose comme un patchwork d'hexagones. On dirait des nids d'abeilles ou la peau d'un dragon. Chacun de ces hexagones a la taille d'un bonbon. Des cycles similaires se sont produits sur Terre, et ils sont liés à l'apparition de la vie. Lorsque l'eau s'assèche, elle laisse derrière elle des substances concentrées qui sont propices aux réactions chimiques. Et ces réactions pourraient être celles qui donnent le coup d'envoi biologique. Ces hexagones existent depuis très longtemps, des milliards d'années. Cela signifie que Mars a déjà eu un climat semblable à celui de la Terre, et peut-être même de la vie. En fait, la planète rouge présente même des traces d'eau à l'heure actuelle, sous la forme de glace cachée au pôle.
Mars possède un pôle nord et un pôle sud qui, comme sur Terre, sont des calottes glaciaires. Imaginez la calotte nord comme une grande crêpe glacée d'environ 1000 km de large. La calotte sud est un peu plus petite, environ 350 km de large. Mais sa couche de glace est plus épaisse, un peu comme une boule de neige dotée d'une solide enveloppe. Lorsque c'est l'hiver au pôle, la nuit est incroyablement longue. Il n'y a aucune lumière, et l'obscurité est glaciale. Pendant ces périodes, environ 30% de l'air se transforme en CO2 gelé, de la glace carbonique, comme celle que l'on voit souvent dans les films d'horreur. Mais lorsque la lumière du soleil vient réveiller les pôles, cette glace sèche se transforme à nouveau en gaz. Tous ces cycles de gel et de dégel produisent des nuages et du givre, comme sur Terre. Une fois, un rover nommé Opportunity a même surpris des nuages de glace d'eau. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Mars était autrefois prospère comme la Terre. La vie a besoin de plus que de simples cycles d'humidité et de sécheresse pour apparaître. Elle a besoin d'une atmosphère adéquate et d'autres ingrédients spécifiques. Nous ne sommes pas sûrs que Mars disposait de tous ces éléments. Et même si c'était le cas, rien ne permet d'affirmer que la vie s'y est réellement développée. Mais cela soulève une autre question très importante. Mars a-t-elle un jour abrité de minuscules créatures vivantes? Curiosity n'est pas le seul robot à tenter de répondre à cette question. Il y a aussi un rover appelé Perseverance. Il tente de trouver des indices sur la vie martienne. Il creuse dans un ancien cratère martien, autrefois rempli d'eau. Et, tel un archéologue de l'espace, Perseverance recherche des traces fossilisées d'anciennes créatures. Et le plus drôle, c'est que certains scientifiques pensent que nous avons découvert ce qu'il y avait à découvrir il y a près d'un demi-siècle. Mais que malheureusement, nous avons accidentellement détruit ce que nous avions trouvé. Cela s'est produit avant même que Curiosity ne commence à rouler sur Mars. Dans les années 80, 2 atterrisseurs de la NASA, Viking 1 et Viking 2, ont fait une halte sur la planète rouge. Ces atterrisseurs ont pris un selfie. Puis ils ont également fait des expériences bizarres sur le sol martien. Tout cela dans le but de trouver des signes de vie. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une substance organique étrange appelée perchlorate. Il s'agit d'un composé que l'on utilise dans les feux d'artifice ou le carburant des fusées. Mais la plupart des résultats ne semblaient pas très prometteurs. Ils ont même mélangé de la terre avec de l'eau et des nutriments, espérant que s'il y avait des microbes martiens, ils se nourriraient de ces substances et produiraient des gaz radioactifs. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Voici maintenant le problème. Certains scientifiques pensent que l'eau ajoutée à l'époque a peut-être détruit ces petites créatures martiennes. Les pauvres microbes qui traînaient là ont soudain été aspergés d'un liquide bizarre. Une telle situation ne serait pas très agréable pour les microbes terrestres. Ils vivent à l'intérieur de roches et absorbent l'eau présente dans l'air. Verser de l'eau sur eux serait un véritable désastre. Alors, bien sûr, leur donner des nutriments après ça ne servirait à rien. Si vous avez survécu de justesse à un déluge, vous n'êtes probablement pas d'humeur à festoyer. Les cellules de ces hypothétiques créatures martiennes contiennent peut-être du peroxyde d'hydrogène, qui leur permettrait de survivre dans un environnement extrême. Si c'est le cas, cela pourrait expliquer les résultats des expériences. Les instruments ont chauffé les échantillons. Donc, s'il y avait du peroxyde d'hydrogène, il aurait explosé, éliminant les petites bêtes et détruisant instantanément leur environnement. Imaginez à quel point ce serait ridicule s'il s'avérait que nous avons accidentellement détruit les seuls signes de vie sur Mars. Idéalement, nous aurions besoin d'une nouvelle mission sur Mars pour tester cette théorie. Espérons qu'elle ne soit pas confirmée. Quoi qu'il en soit, le voyage n'est pas terminé. D'autres missions sont prévues pour Mars, et l'homme pourrait même un jour visiter cette planète. La prochaine mission est le Mars Sample Return. Il s'agit d'un projet collaboratif super cool entre la NASA et l'ESA. Elle s'associe pour ramener des souvenirs de Mars, collectés par le fidèle rover Mars Perseverance de la NASA. Il y aura tout un tas de vaisseaux spatiaux. Ils travailleront ensemble pour ramener ces précieux échantillons martiens. Les échantillons devraient arriver sur Terre au début ou au milieu des années 2030. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nos missions martiennes sont une sorte d'échauffement pour une aventure encore plus grande. L'exploration des lunes glacées de Saturne et de Jupiter. Ces lunes cachent des océans sous leur surface, et qui sait quels secrets ils recèlent. Mais qu'il s'agisse de Mars, de lunes glacées ou d'autre chose, notre quête de vie extraterrestre se poursuit. En outre, nous commençons lentement à trouver de plus en plus de matériaux organiques sur Mars. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons enfin des microbes dans notre système solaire.
Espérons-le et restons à l'écoute. Certains, se prétendant experts en survie, affirment qu'en cas de situation critique, lorsqu'on est à court d'eau, il serait acceptable d'uriner et de boire cette limonade entièrement naturelle. Détrompez-vous, cette idée n'est pas seulement extrêmement dangereuse, mais aussi totalement inefficace. C'est non seulement répugnant, mais cela ne soulagera en rien votre soif. En réalité, vous subirez l'effet inverse et accélérerez votre propre déshydratation. En effet, cette boisson provenant de la vessie est la dernière tentative de votre corps pour se débarrasser des déchets accumulés. Elle est donc remplie de toxines que vous ne devriez jamais réintroduire dans votre organisme déjà déshydraté. Toutefois, il est possible de l'utiliser comme un moyen de refroidir votre corps. Il vous suffit d'en humidifier vos vêtements si vous cherchez à vous rafraîchir. Un autre mythe répandu sur l'hydratation suggère de sucer une pierre si vous êtes déshydraté. Il est vrai que cette pratique peut en quelque sorte stimuler le flux de salive. Il s'agit d'une technique de survie ancestrale, autrefois utilisée à travers le monde entier. Toutefois, cette méthode ne procure aucune réelle hydratation, car il est évidemment impossible d'extraire de l'eau d'une pierre. De plus, il existe un risque d'inhaler accidentellement cette pierre, si elle est petite, ce qui pourrait entraîner un étouffement. Et enfin, vous ne pouvez pas savoir ce par quoi cette pierre est passée avant que vous ne décidiez de la porter à votre bouche. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que la mousse poussait du côté nord des arbres et que cette information pourrait vous aider à vous orienter en forêt. Permettez-nous d'en douter, contrairement à la croyance populaire et à ce que l'on observe dans les films et les dessins animés, la mousse ne pousse pas systématiquement au nord des arbres. La croissance de la mousse dépend plutôt de l'espèce d'arbre et des conditions climatiques locales. Elle prospère là où les conditions sont les plus favorables, sans lien particulier avec le nord ou le sud. Il est donc prudent de ne pas trop vous fier à cette règle. Les couvertures de survie sont réellement efficaces. Malgré leur apparence frêle, semblable à celle d'un sac plastique, ces couvertures d'urgence en mylar sont capables de vous maintenir au chaud. Leur efficacité repose sur le revêtement en aluminium qui les compose, capable de réfléchir l'énergie infrarouge et de retenir la chaleur. En cas de choc ou d'exposition prolongée, votre corps perd sa chaleur au contact de l'air, entraînant une baisse de votre température corporelle. Une couverture de survie contribue à prévenir cette perte de chaleur en retenant l'humidité dans vos vêtements et en réduisant l'évaporation, limitant ainsi les déperditions thermiques. En vous enveloppant dans l'une de ces feuilles, ressemblant à du papier aluminium, vous resterez bien plus au chaud. De plus, ces couvertures sont à la fois compactes et abordables. Pensez donc à en glisser une dans votre sac à dos avant de partir en expédition. Beaucoup de gens croient à tort qu'en cas de perte en pleine nature, il est primordial de trouver de la nourriture en premier. Cette croyance peut s'avérer dangereuse. Dans une situation d'urgence, l'eau et l'abri doivent être vos priorités absolues. Une étude publiée en 2009 révèle que l'être humain peut survivre jusqu'à 2 mois sans nourriture et entre 8 et 21 jours sans eau, bien que ces durées varient selon des facteurs individuels et environnementaux. Dans un contexte de survie, il est bien plus vital de trouver de l'eau et un abri que de se procurer de la nourriture. Dans des conditions extrêmes, vous pourriez ne survivre que 3 heures sans abri adéquat et 3 jours sans eau. Assurer votre approvisionnement en eau et un abri convenable augmente considérablement vos chances de survie. Hélas, de nombreuses idées reçues circulent également au sujet de l'hypothermie, comme l'idée qu'un bain chaud pourrait guérir cette condition. Il est effectivement crucial de réchauffer le corps lorsque la température centrale chute en dessous des 37 degrés, mais cette méthode doit être appliquée avec précaution et selon un protocole précis. Plonger une personne en hypothermie dans un bain chaud peut non seulement provoquer une douleur extrême, mais aussi déclencher des complications graves, telles qu'un infarctus. Il est préférable de placer des bouillottes sous les aisselles de la personne ou d'utiliser une technique de réchauffement peau contre peau. Évitez les sources de chaleur intenses, car elles peuvent s'avérer extrêmement dangereuses. Un autre mythe concernant l'hypothermie, c'est qu'il serait préférable de laisser la personne dormir. En réalité,
il est essentiel de la garder éveillée pendant le processus de réchauffement. Des symptômes tels que des frissons, une confusion mentale, un discours incohérent ou encore une maladresse prononcée sont des signes d'une hypothermie sévère. Et la somnolence peut rapidement s'installer. Laisser la personne s'endormir peut ainsi entraîner des conséquences graves. Il est donc impératif de veiller à ce qu'elle reste consciente pendant toute la durée du réchauffement. Quant à la question de nourrir une personne en état d'hypothermie, on raconte souvent qu'il ne faut surtout pas le faire. Cependant, ce n'est pas exact dans les cas d'hypothermie légère ou modérée. Le traitement de l'hypothermie diffère du traitement d'un choc classique. Nourrir une personne en état de choc présente des risques, car elle pourrait vomir et s'étouffer en cas de perte de conscience. En revanche, dans des cas modérés d'hypothermie, administrer de petites quantités répétées d'aliments riches en calories est bénéfique. Ces aliments génèrent de la chaleur métabolique, aidant ainsi la personne à restaurer sa capacité à générer sa propre chaleur. Lorsque vous êtes perdu dans la nature, il est tentant de croire que vous pouvez consommer tout ce que les animaux mangent. Mais attention, c'est l'un des mythes de survie les plus dangereux. Bien que les humains présentent certaines similitudes biologiques avec les animaux, il existe d'importantes différences dans notre tolérance alimentaire. Certaines plantes qui sont inoffensives pour eux peuvent s'avérer extrêmement toxiques pour les humains. Les oiseaux, par exemple, consomment une variété de baies dont certaines sont toxiques pour les humains. Même les écureuils, bien qu'ils mangent habituellement des noix sans danger pour nous, grignotent parfois des champignons et des fruits qui peuvent nous rendre gravement malades. Ce n'est pas parce qu'un animal consomme quelque chose que cela signifie que c'est sans danger pour vous. Il existe aussi une croyance selon laquelle, pour trouver de l'eau, il suffirait de suivre les oiseaux en vol. Mais cette méthode est extrêmement peu fiable. Bien que certains oiseaux aquatiques restent généralement proches des points d'eau, de nombreuses espèces se déplacent sur de longues distances en quête de nourriture. Certains pensent que les oies volent vers l'eau au crépuscule, mais elles peuvent simplement se diriger vers une clairière pour y passer la nuit. Une autre croyance répandue est que, si vous pouvez enfoncer votre ongle dans du bois, cela signifie qu'il est adapté pour allumer un feu par friction. Ce mythe est largement répandu, mais il n'est pas fiable. Certains bois plus tendres qui passent ce test sont en réalité inefficaces, tandis que certains bois plus denses sont parfaits pour allumer un feu. Le succès de ce test est purement fortuit. Il ne constitue donc pas une méthode fiable. Alors, épargnez vos ongles. Un autre malentendu concernant les feux par friction est l'idée qu'un bois dur serait le meilleur choix pour obtenir des flammes. Bien que des bois comme le chêne soient excellents pour le bois de chauffage classique, ils ne sont pas adaptés au feu par friction. La haute température d'ignition et la densité des bois durs les rendent inadaptés à une pareille méthode. Optez plutôt pour des bois tendres et non résineux comme le peuplier, le tilleul, le cèdre ou le saule. Bien mieux adaptés à cet usage. En situation d'urgence, il est parfois suggéré que manger de la viande ou des fruits de mer crus pourrait vous aider à survivre. Ce n'est pas tout à fait exact. Bien que certaines émissions de survie montrent des animateurs consommant divers aliments crus, cette pratique n'est pas recommandée. La viande crue peut contenir des agents pathogènes, notamment des bactéries, des virus et d'autres micro-organismes représentant un sérieux risque pour la santé. Ils peuvent facilement causer des maladies graves et difficiles à diagnostiquer chez les humains. Bien que beaucoup consomment du sushi sans problème de santé, c'est parce que certains fruits de mer crus provenant d'eau salée sont sans danger et les agents pathogènes qu'ils contiennent ne sont pas nocifs pour nous. Pour minimiser les risques sanitaires, assurez-vous toujours que la viande et les fruits de mer soient bien cuits avant de les consommer. Frotter 2 bâtons ensemble pour faire un feu relève du mythe. Bien que la friction soit une véritable méthode pour créer une flamme, les techniques de feu par friction demandent de la patience, de la pratique et parfois même un peu de chance. Cela peut paraître facile dans les films, mais il ne faut pas être trop confiant et vous dire que vous y arriverez du premier coup, surtout en situation de stress. Si vous tenez vraiment à essayer, privilégiez un mouvement rapide vers le bas plutôt qu'une force excessive. D'accord, mettons que vous n'ayez pas assez de patience pour allumer un feu par friction, mais que vous ayez des allumettes. Elles se sont mouillées à un moment donné, mais maintenant elles sont bien sèches. Super, non? Pas vraiment. Il est erroné de croire que vos allumettes fonctionneront correctement après avoir été séchées.
Les produits chimiques utilisés sont en effet très sensibles à l'humidité. Les allumettes ordinaires se présentent dans une boîte avec une surface d'allumage faite d'un matériau granuleux, comme du verre en poudre mélangé à du phosphore. La tête de l'allumette est également composée de ce grain, de soufre et d'un oxydant. Une petite quantité de chaleur se dégage lorsque vous grattez l'allumette, causée par la friction de la poudre de verre. Cela convertit le phosphore en phosphore blanc, lequel commence à prendre feu. Les têtes d'allumettes qui ont été mouillées à un moment donné ne s'allumeront tout simplement pas, car l'équilibre chimique interne est complètement perturbé. Ainsi, si vous vous rendez quelque part où il y a un risque de mouiller vos allumettes, investissez soit dans des allumettes imperméables, soit conservez-les dans un conteneur étanche. Certaines personnes croient qu'un grand feu peut remplacer la nécessité de construire un abri. Cependant, même un feu fait de grosses bûches ne remplacera pas cette étape importante. En cas de pluie, les flammes s'éteindront rapidement. Et dormir à la belle étoile n'est pas prudent. Car les bêtes sauvages ne manqueront pas l'occasion de se régaler. Il est donc toujours judicieux de prendre le temps de construire un abri pour se protéger des intempéries et des animaux. Il existe un mythe selon lequel toutes les couches de vêtements sont également efficaces. Ce n'est malheureusement pas le cas. Le coton peut par exemple provoquer une hypothermie s'il est utilisé comme couche de base principale par temps froid. Ce tissu est idéal pour la maison, mais il est préférable de l'éviter dans les climats froids et humides, car une fois mouillé, le coton perd toutes ses propriétés isolantes. Dès que vous commencez à transpirer, l'humidité pénètre dans les fibres de coton et vos vêtements refroidissent votre corps par conduction. Rappelez-vous que le coton peut retenir jusqu'à 27 fois son poids en eau et conserver cette humidité jusqu'à 8 fois plus longtemps que la laine ou les tissus synthétiques. La règle est donc simple. S'il fait assez froid pour porter une grenouillère, alors il fait trop froid pour porter du coton. L'un des mythes de survie les plus répandus et les plus dangereux, souvent véhiculés dans la fiction, est la croyance selon laquelle il serait possible de sucer le venin d'une morsure de serpent. En réalité, cette méthode est inefficace et, pire encore, elle expose la personne mordue à un risque accru d'infection en agrandissant la plaie et à une contamination via les bactéries présentes dans la salive humaine. Il est donc impératif de recouvrir la plaie d'un bandage compressif et de rechercher une aide médicale dans les plus brefs délais. On pourrait être tenté de croire qu'un GPS assure une navigation sans faille. Il est vrai qu'il est judicieux d'emporter un GPS lors de vos randonnées, si vous en avez un. Cet appareil peut offrir une précieuse tranquillité d'esprit. Toutefois, il est important de garder en tête que ces dispositifs ne sont pas infaillibles. Vous pourriez égarer ou endommager l'appareil, ou encore constater une défaillance de la batterie. Il est donc conseillé de se munir également d'une carte et d'une boussole et d'être familier de leur utilisation. En effet, le repérage ne consiste pas seulement à savoir quelle direction prendre, mais à connaître aussi précisément votre position actuelle. Une idée reçue veut que lorsque l'on se trouve dans un environnement enneigé sans accès à de l'eau potable, consommer de la neige soit le meilleur moyen de se réhydrater. Cette notion est en réalité trompeuse et peut conduire à une déshydratation accrue. En effet, lorsque vous consommez de la neige, votre corps dépense de l'énergie pour la faire fondre et la réchauffer, ce qui entraîne une perte plus rapide de liquide corporel. En outre, consommer de la neige peut entraîner l'hypothermie, une condition particulièrement périlleuse si vous êtes seul en pleine nature. La neige peut également contenir des bactéries nocives, susceptibles de provoquer des maladies. Si vous êtes contraint de consommer de la neige, faites-la d'abord fondre à l'aide d'une source de chaleur. Évitez également la neige qui ne paraît pas blanche et fraîche. Vous voyez de quel type je parle. En cas de gelure, il est essentiel d'agir rapidement. Et il est dangereux de croire qu'il faut appliquer de l'eau chaude sur la zone touchée, car cela peut aggraver les lésions. Si une aide médicale n'est pas immédiatement disponible, retirez tout vêtement mouillé et immergez la partie gelée dans de l'eau tiède. Prévenez le risque de regel en maintenant la partie affectée surélevée afin de réduire son gonflement. Appliquez un bandage sur la zone touchée. Si les gelures concernent vos doigts ou vos orteils, enveloppez-les individuellement et placez des tampons de coton entre chacun d'eux afin qu'ils ne se touchent pas. Et souvenez-vous,
il est impératif de ne jamais frotter la zone gelée. Si vous vous retrouvez perdu dans la nature, tentez de localiser un ruisseau ou un petit cours d'eau et suivez-le en aval jusqu'à ce qu'il se jette dans une rivière plus grande, ce qui devrait vous conduire vers la civilisation. Ne croyez pas au mythe selon lequel l'eau serait potable simplement parce que les animaux la boivent. Purifiez toute eau que vous trouvez afin de vous épargner des problèmes de santé, car même l'eau claire peut contenir des micro-organismes dangereux. Il est également malvenu de croire qu'il n'y a aucun risque à boire de petites quantités d'eau salée. En réalité, cela peut entraîner une déshydratation beaucoup plus rapide que de ne pas boire du tout. Utilisez l'eau salée pour rafraîchir votre corps par temps chaud, mais ne la consommez pas. Vous découvrez une grotte alors que vous êtes perdu en pleine nature. Et elle semble un refuge idéal, d'autant que vous avez des allumettes, et pouvez trouver du bois à proximité. Mais il est crucial de ne jamais faire de feu à l'intérieur d'une grotte. La chaleur pourrait entraîner une expansion des roches et leur rupture éventuelle, ce qui pourrait entraîner un éboulement. Il est préférable d'allumer votre feu à l'extérieur de la grotte pour assurer votre sécurité et vous maintenir au chaud. Lorsque vous réalisez que vous êtes perdu en randonnée, cessez immédiatement de marcher. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, rester en place et construire un abri accroît vos chances d'être retrouvé par les secours. Cette approche permet également d'éviter la déshydratation causée par un mouvement continu. Vous avez peut-être entendu dire que si vous vous retrouvez face à un essaim d'abeilles agressives, vous devriez sauter dans l'eau et que celles-ci vous laisseraient tranquille. Le problème est que les abeilles sont patientes. Elles attendront que vous refassiez surface. Au lieu de cela, courez en ligne droite aussi vite que possible jusqu'à ce que les abeilles abandonnent la poursuite. Il est encore préférable de chercher un abri dans une voiture, une maison ou des toilettes publiques. Voici maintenant quelques conseils de survie supplémentaires à considérer. Gardez-les en tête pour être préparé à toute éventualité. Lors d'une rencontre avec un serpent, évitez de vous approcher et ne tentez pas de l'effrayer. Les serpents sont sensibles aux vibrations. Ainsi, faire du bruit en élevant la voix, en applaudissant ou en frappant du pied peut les inciter à se retirer. Si possible, éloignez-vous simplement du reptile. Si vous tombez d'une falaise, essayez de scinder votre chute en plusieurs segments plus courts afin d'amortir l'impact. Vous pouvez également vous accrocher à des objets comme des buissons ou des rochers pour ralentir votre descente et améliorer vos chances de survie. En cas de chute à travers la glace dans une eau très froide, n'essayez pas de vous extirper en saisissant directement le rebord car il pourrait se briser. Au lieu de cela, utilisez vos jambes pour vous positionner horizontalement, puis glissez-vous lentement sur la glace. Une fois contre la surface, écartez-vous pour répartir votre poids et éviter que la glace ne se rompe. Si vous rencontrez un tourbillon en mer, restez calme. Analysez le sens de sa rotation, longez le bord et exploitez le courant pour vous éloigner du danger. Si vous êtes pris au piège, prenez une profonde inspiration et attendez le moment propice pour nager vers la sécurité lorsque le tourbillon s'affaiblit. Si vous êtes piégé sous des débris durant un tremblement de terre, il est essentiel de protéger votre système respiratoire et de conserver vos réserves d'air. Utilisez votre chemise comme une couverture improvisée pour protéger votre visage de la poussière tout en tentant de rallier la surface. Lorsque vous êtes pris dans des sables mouvants, veillez à garder la tête et les bras au-dessus de la surface. Remuez lentement les jambes pour permettre au sable mouvant de combler l'espace et créer davantage de place pour bouger. Allongez-vous sur le dos pour augmenter votre surface de contact et faites de petits mouvements pour vous dégager. Si vous n'avez plus de petits bois pour allumer un feu, vous pouvez utiliser des snacks, comme les chips. Grâce à leur teneur élevée en matière grasse, elles peuvent servir de substitut efficace aux feuilles sèches. Les spaghettis peuvent également servir en cas de besoin urgent. Il n'est pas improbable que nous découvrions de la vie au-delà de la Terre d'ici 2035, et nul besoin de voyager vers une galaxie lointaine, très lointaine. Notre voie lactée regorge d'environnements propices. Ne vous emballez pas trop cependant, il s'agira probablement de microbes ou de marqueurs chimiques, et non de petits hommes verts, comme dans les films hollywoodiens. Néanmoins, la découverte de traces de vie changerait profondément la perception que nous avons de notre place dans l'univers.
Le télescope spatial Kepler de la NASA a fait une découverte incroyable. Presque chaque étoile possède des planètes, et beaucoup d'entre elles pourraient être habitables. Les planètes telluriques comme la Terre et Mars sont même plus répandues dans notre galaxie que les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter. De plus, nous savons déjà que notre galaxie est très riche en eau. Il y en a dans les nuages interstellaires où se forment les étoiles et les planètes, dans les disques de débris autour d'autres étoiles, dans les comètes, absolument partout. Cependant, trouver la vie elle-même reste une tâche ardue. Idéalement, il faudrait atterrir sur chaque planète et vérifier littéralement sous chaque pierre. Mais grâce à des recherches récentes, nous pouvons au moins concentrer nos efforts sur les mondes potentiellement habitables. Le télescope spatial James Webb, un dispositif ultra puissant lancé en 2021, est à l'œuvre. Il examine les atmosphères des super-terres proches, des planètes rocheuses légèrement plus grandes que la nôtre, et recherche des gaz associés à la vie. Des composés chimiques qui ne peuvent être produits que par des êtres vivants. Et des indices ont déjà été trouvés. Des traces d'un tel composé ont par exemple été détectées sur une planète du nom de K2-18b. Cette planète se situe à 120 années-lumière, ce qui est relativement proche à l'échelle spatiale. Elle se trouve dans la zone habitable, une région autour de l'étoile où les températures permettent l'existence d'eau liquide. De plus, elle orbite autour d'une naine rouge, le type d'étoile le plus petit qui existe. De telles étoiles sont un peu moins lumineuses que notre Soleil. Il faudra environ 1 an pour vérifier si ces traces de vie sont bien concrètes. Si tel est le cas, cela signifierait que la vie est beaucoup plus répandue que nous ne le pensions auparavant. Mais même dans le cas contraire, il reste 10 autres planètes de type boucle d'or à étudier dans la liste. Le télescope spatial James Webb est un outil extraordinaire, mais il a ses limites. Il ne peut pas détecter de petites planètes semblables à la Terre en raison de leur taille. Pour résoudre ce problème, la NASA prévoit de lancer un autre instrument, le télescope spatial Roman. Celui-ci sera encore plus efficace pour repérer ces types de planètes et les composés associés à la vie. Et puis, nous avons également le projet SETI. SETI qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Recherche d'intelligence extraterrestre, est en quête de signes de vie extraterrestres depuis les années 80. Les chercheurs du projet croient également que nous découvrirons des signes de vie dans les 10 prochaines années. Récemment, ils ont lancé un projet de grande envergure, baptisé COSMIC, et qui utilise un réseau de télescopes radio du Nouveau-Mexique, que vous aurez peut-être déjà vu dans le film Contact. COSMIC permet aux scientifiques d'écouter simultanément des centaines de milliers, voire des millions, de systèmes stellaires. Les télescopes scrutent le ciel et analysent les données en temps réel. Si des signaux intéressants sont détectés, les scientifiques peuvent les examiner immédiatement, au lieu d'attendre des semaines, voire des mois. Ces signaux sont souvent soudains et très brefs, mais COSMIC peut détecter même les plus courts, qui ne durent que quelques nanosecondes. Il peut également contribuer à d'autres recherches, comme l'étude des sursauts radio rapides, mystérieux et inexpliqués, ou encore de la matière noire. C'est l'outil le plus massif et le plus puissant jamais créé pour la recherche de vie extraterrestre. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter. Pourquoi ne pas essayer de prendre contact nous-mêmes? La NASA a envoyé des signaux dans l'espace lointain. En 2002, leur Deep Space Network a émis un signal en direction de la sonde Pioneer 10. Sur son trajet, le signal a rencontré un obstacle, une naine blanche située à 27 années-lumière de la Terre. Si une planète orbite autour de cette étoile, le signal pourrait également la voir atteinte. Et si des formes de vie intelligentes y existent, nous pourrions recevoir une réponse d'ici 2029. Le DSN continue d'envoyer de puissantes transmissions dans l'espace. Au cours des 3 prochains siècles, ces signaux croiseront 222 étoiles. Peut-être qu'un jour, nous recevrons une réponse provenant d'un endroit lointain. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore reçu de réponse? L'univers compte environ 200 milliards de galaxies, chacune comportant environ 100 milliards d'étoiles. Même si seul 1% de ces étoiles possédait une planète, cela ferait toujours 200 trillions de planètes possibles. Et si la probabilité que ces planètes abritent la vie est d'1 sur 1000 milliards, il resterait encore quelques centaines de milliers de planètes. Alors, où est passé tout le monde? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Une première explication, moins effrayante, est que l'univers pourrait être plein de vie, mais que cette vie ne serait pas intelligente au sens où nous l'entendons. Certaines planètes pourraient ainsi abriter des microbes, des oiseaux ou des dinosaures de l'espace.
C'est ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. Elle suggère qu'il existerait des paliers que la vie doit surmonter pour devenir intelligente. Et peut-être que ces autres espèces ne les ont tout simplement pas encore franchis. Réfléchissez-y. La vie sur Terre a commencé dans l'océan, a évolué pour ramper sur Terre, s'est diversifiée en de nombreuses formes, a traversé 5 extinctions massives, évolué de nouveau, et finalement conduit à l'apparition des êtres humains. Nous avons bâti des sociétés, développé des systèmes de santé, et ce n'est qu'à ce stade que nous avons commencé à rechercher d'autres formes de vie. Une autre théorie, appelée l'hypothèse du goulet gaïen d'étranglement, suggère une idée similaire. Bien qu'il ne soit peut-être pas si compliqué pour une vie rudimentaire de débuter, il est incroyablement difficile pour cette vie de survivre et de prospérer sur de longues périodes. Vénus, par exemple, aurait pu avoir des océans et des conditions similaires à celles de la Terre, mais un effet de serre incontrôlé a causé l'évaporation de toute cette eau, la rendant stérile. Mars avait également de l'eau liquide à sa surface autrefois, et la Lune et Mercure ont possédé des atmosphères denses pendant un court instant. En revanche, la Terre a conservé de l'eau liquide à sa surface pendant presque toute son existence. Il est extrêmement rare et remarquable qu'une planète maintienne des températures comprises entre 0 et 100 degrés Celsius au cours de millions d'années. Il pourrait être mal avisé de rechercher une vie intelligente utilisant la même technologie que nous, car elle aurait évolué dans des conditions totalement différentes. C'est là que l'équation de Drake intervient. Cette formule permet de calculer le potentiel de développement de l'intelligence sur une planète donnée. Pour obtenir un résultat, nous devons connaître plusieurs variables. Combien d'étoiles existent, combien d'entre elles possèdent des planètes, la probabilité que ces planètes abritent la vie, et ainsi de suite. Hélas, nous ne connaissons pas encore ces chiffres, et le résultat pourrait être insignifiant. Mais supposons qu'il existe au moins une autre espèce intelligente. Pourquoi ne nous sommes-nous pas encore rencontrés? Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Peut-être qu'ils ne nous trouvent pas suffisamment intéressants. Ou peut-être que le problème vient de nous, et que nous ne cessons jamais de manquer leurs signaux. Ou peut-être avons-nous manqué toute l'espèce. L'univers est incroyablement vaste et ancien. Il a plus de 14 milliards d'années. Si nous compressons toute l'histoire évolutive de la Terre en une journée de 24 heures, la vie commence à 4 heures du matin. Les dinosaures disparaissent à 23h40 et les premiers humains apparaissent 2 minutes avant minuit. Dans cette analogie, les humains existent depuis seulement 77 secondes, et notre technologie capable de détecter une vie extraterrestre est encore plus récente, soit moins d'une seconde. Avec de telles distances et des périodes aussi longues, les chances que nous existions au même moment que d'autres espèces intelligentes sont minces. Si leur civilisation n'a duré que quelques millénaires, nous pourrions facilement les manquer complètement. Mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos recherches. Les scientifiques craignaient que les signaux radio de la Terre ne s'affaiblissent avec le temps. Mais une étude récente a montré que c'est en fait le contraire qui se produit. Le nombre de nos satellites ne cesse de croître, ce qui rend notre planète plus détectable. D'ici la fin de la décennie, nous pourrions avoir plus de 100 000 satellites, rendant la Terre extrêmement brillante dans le spectre radio. S'il existe une espèce avancée quelque part, elle nous repérera facilement, même à de très grandes distances. Les astronomes sont optimistes à ce sujet, et il y a de grandes chances qu'ils découvrent des créatures extraterrestres, pendant que vous et moi sommes encore de ce monde.